Les compagnies aériennes se préparent à remplacer les pilotes humains par des réseaux de neurones imprévisibles. La responsabilité légale en cas d'accident d'avion s'évapore dans la chaîne d'approvisionnement logiciel. Et des protocoles de vol non cryptés laissent les aéronefs autonomes vulnérables aux cyberattaques. Bienvenue dans cette édition spéciale. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique du cockpit autonome. L'industrie aéronautique se prépare activement à confier des infrastructures cinétiques lourdes à des couches logicielles non déterministes. Cette transition n'est pas motivée par un impératif absolu de sécurité, mais par d'intenses pressions macroéconomiques et des pénuries chroniques de pilotes. Les constructeurs font un lobbying agressif pour les opérations en équipage minimum étendu, EMCO, visant à réduire puis à éliminer l'équipage de conduite humain. Cependant, cette transition introduit une crise structurelle massive. Les modèles d'apprentissage profond fonctionnent comme des boîtes noires impossibles à auditer, brisant les paradigmes stricts de certification déterministe qui régissent l'aviation commerciale depuis des décennies. De plus, l'intégration de ces modèles expose les aéronefs à des attaques d'apprentissage automatique contradictoires, adversarial machine learning, aggravées par la conception non sécurisée des réseaux de communication aéronautique existants. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne Jamga Mind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. Démêlons ensemble la science. Bon, on va commencer cette nouvelle plongée en profondeur par une image assez frappante, je trouve. En mai 2026, donc il n'y a pas si longtemps, au-dessus des montagnes de Californie et de l'Alaska, on a eu droit à un vol très très particulier. Ouais, une opération de relations publiques, vraiment chorégraphiée à la perfection par Merlin Labs. Exactement. Et les chaînes d'infos, elles ont diffusé ça en boucle. On y voyait un avion cargo, un Cessna Grand Caravan, qui décollait, qui naviguait tout seul à travers des reliefs montagneux super complexes. Et tout ça sans que le pilote de sécurité à bord ne touche le manche une seule fois. C'était vraiment pensé pour marquer les esprits, hein. Le directeur technique de la boîte qui plaisante dans l'interphone, pendant que le pilote d'essai, lui, il garde de manière très ostensible les mains posées sur ses genoux. Voilà. Et le message de l'industrie, il était clair. C'était en gros, regardez, c'est l'aube d'un avenir ultra sûr, une aviation libérée de l'erreur humaine. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de gratter le vernis de cette façade. Tout à fait, parce que l'histoire est très différente en coulisses. Ah, ça c'est sûr. J'ai passé ces derniers jours le nez plongé dans une montagne de sources. On parle de rapports financiers de compagnies aériennes, de documents de recherche de la DARPA qui ont été déclassifiés, d'avis de l'IASA européenne et même de rapports hyper pointus sur la cybersécurité. Un beau programme, ouais. Ouais, et quand on croise toutes ces infos, l'histoire change complètement. Du coup, on va devoir enfiler notre costume d'analyste forensique aujourd'hui pour faire vraiment l'autopsie de cette intégration de l'IA dans nos avions. Parce que ce qui ressort des textes, c'est pas du tout une belle quête de sécurité absolue. Non, c'est beaucoup plus cynique que ça, en fait. L'analyse de ces documents, ça montre que c'est surtout une réponse à des pressions économiques brutales et à une pénurie mondiale de pilotes. Et c'est même pire, non? J'ai l'impression qu'ils essayent d'esquiver la justice. De s'extraire des cadres traditionnels de la responsabilité. Et n'oublions pas qu'on parle de confier des infrastructures cinétiques lourdes, donc des machines de plusieurs tonnes qui volent à des centaines de kilomètres/heure au-dessus de nos têtes, à des logiciels qui sont intrinsèquement imprévisibles. Ok, décortiquons tout ça. En lisant les rapports, ce fameux vol au-dessus de l'Alaska, ça m'a fait penser à un tour de magie super bien exécuté. C'est une bonne analogie. Bah oui, parce que le public y regarde la main du magicien, donc la prouesse de l'avion qui vole tout seul, pendant que l'autre main, dans l'ombre, elle est en train de réécrire en douce toutes les règles de sécurité et de rentabilité de l'aéronautique. Mais bon, pour comprendre ce tour de passe-passe, faut suivre l'argent. Toujours. Et les bilans financiers des compagnies aériennes sont hyper révélateurs. Il faut savoir que l'aviation, c'est un secteur qui opère avec des marges bénéficiaires ridiculement minces.
vraiment sur le fil du rasoir? C'est ça. Ces entreprises sont coincées entre la volatilité du prix du kérosène d'un côté et l'escalade constante des coûts salariaux de l'autre. Les chiffres sur le maintien des flottes, ça m'a scotché. Je voyais l'exemple des compagnies low cost en Europe. Pour garder un seul avion en service toute la journée, on pourrait penser qu'il suffit de 2 pilotes, non? Eh bien non, c'est impossible. Voilà. À cause des limites physiologiques, de la fatigue, des temps de repos obligatoires, les sources expliquent qu'il faut un vivier de 10 à 11 pilotes qualifiés juste pour faire tourner un seul appareil. C'est une charge fixe énorme. Et c'est exactement cette pression financière qui explique le lobbying actuel. Des grands constructeurs comme Airbus ou Dassault font un forcing incroyable auprès des régulateurs mondiaux pour imposer ce qu'on appelle l'EMCO. Le MCO, oui. Extended Minimum Crew Operations, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est pas de virer tous les pilotes d'un seul coup, ce serait trop brusque. La première étape, c'est d'avoir un seul pilote aux commandes pendant la longue phase de croisière, pendant que le second va dormir. D'accord. Mais attention, la finalité assumée dans les feuilles de route, c'est bien de vider complètement le cockpit, en commençant par les avions de fret. Et le fret régional, c'est vraiment le secteur qui souffre le plus en ce moment. D'après les textes, les grandes compagnies commerciales piquent tous les commandants de bord expérimentés, ce qui laisse la logistique sur la paille. Complètement exsangue. Donc avec ces TEMCO, on parle de 30 à 40% d'économie sur les coûts d'équipage. Mais alors, avec des flottes cargo 100% autonomes, c'est le jackpot, on est sur du 80 à 90% d'économie. Un ordinateur, ça dort pas, ça fait pas grève. Ouais. Sauf que cette logique purement comptable, elle percute de plein fouet l'architecture même de la sécurité aérienne. Les syndicats de pilotes, genre les CA en Europe ou l'ALPA aux États-Unis, ils sont vent debout contre ça. Tu m'étonnes. Parce que dans un cockpit, le second pilote, il n'est pas juste là pour tenir le manche si l'autre fait une crise cardiaque. Son vrai rôle, c'est la vérification cognitive croisée. C'est-à-dire un qui agit et l'autre qui vérifie. Exactement. Un pilote prend une décision, l'autre analyse, remet en question, valide. Si on retire un pilote, on supprime la couche de redondance la plus complexe de tout l'avion. Et d'ailleurs, le Parlement néerlandais a passé une motion en juin 2024 pour exiger que la technologie améliore réellement la sécurité, pas juste les marges financières. Je comprends tout à fait l'angoisse des syndicats. Mais bon, réduire les coûts, c'est un peu la règle du jeu de base d'une entreprise. On a automatisé les usines, les voitures. En quoi cette recherche de rentabilité spécifiquement est-elle si dangereuse pour l'aviation moderne? Le vrai problème, c'est le casse-tête de la certification. Il y a une incompatibilité totale entre comment marche une intelligence artificielle et les règles historiques de l'aviation. C'est l'histoire de la fameuse norme RTCA DO 118C. Tout à fait. C'est la norme qui sécurise le ciel civil depuis des décennies. Et son cœur battant, c'est une exigence de déterminisme absolu. Attendez, on va s'arrêter là-dessus 2 secondes parce que les documents d'ingénierie sont hyper denses sur ce point. Ce déterminisme absolu, ça veut dire quoi dans la vraie vie? En gros, ça veut dire qu'une machine doit être prévisible à 100%. Surtout pour le niveau de criticité DAL-A, c'est-à-dire les systèmes où une panne entraîne le crash de l'avion. Le pire scénario quoi? Ouais. Pour ça, les ingénieurs doivent prouver une métrique qui s'appelle le MCDC, une couverture complète des conditions et décisions. Un auditeur doit pouvoir lire le code ligne par ligne et dire « Ok, face à la situation A, le système a choisi l'action B pour telle et telle raison mathématique précise. » C'est un arbre de décision géant en fait. Si le moteur droit prend feu, alors coupe la vanne de carburant. Une logique purement humaine. Mais les réseaux neuronaux, c'est pas du tout ça, si? Bah non, c'est tout l'inverse. Le deep learning, ce sont des boîtes noires statistiques. Il n'y a pas de règles écrites par des humains, juste des millions, voire des milliards de poids mathématiques qui s'ajustent tout seuls pendant l'entraînement. Donc c'est non déterministe. Totalement non déterministe. On rentre des données, l'IA crache une décision de pilotage, mais il est mathématiquement impossible d'aller pointer une ligne de code pour comprendre pourquoi elle a pris cette décision-là à cet instant T. Mais c'est vertigineux ça. Comment des agences très strictes comme la FAA ou l'ESA font pour certifier un truc qu'elles ne peuvent même pas auditer? C'est là qu'intervient le processus CODAN. C'est un nouveau cadre réglementaire où on essaie de contourner le problème. Au lieu d'auditer le code, on audite le processus autour du code, avec une méthode en W. Donc on vérifie d'abord les bases de données d'entraînement, c'est ça? Pour éviter les biais? Exactement. Et ensuite, on vérifie le modèle, avec une règle d'or absolue. L'apprentissage en plein vol est strictement interdit. Ce qui est plutôt rassurant. On n'a pas envie qu'un algorithme se mette à tester une nouvelle façon de piloter au milieu d'un orage avec 300 passagers à bord. Ah, c'est clair. Donc, on fige les paramètres de l'IA en laboratoire, et dans l'avion, elle est traitée comme une simple base de données statique.
Et enfin, on vérifie l'inférence avec des concepts mathématiques assez poussés, comme la dimension de Vapnik-Charvon-Enkis, la dimension VC. Ouais, ça c'était un des termes les plus fascinants des sources. Concrètement, ça sert à quoi de calculer cette dimension VC? Ça sert à borner le risque. Ça évalue si le réseau neuronal est trop complexe. S'il l'est trop, il va juste apprendre par cœur les données du labo, mais il sera incapable de réagir face à un nuage ou une rafale de vent qu'il n'a jamais vu. Ça garantit que le risque réel en vol reste proche du risque mesuré en labo. Sauf que borner mathématiquement un risque, c'est pas assez pour l'aviation. Dans les documents, j'ai vu qu'ils doivent installer une architecture matérielle duale. C'est comme laisser un adolescent hyper impulsif prendre le volant sur l'autoroute, mais avec un moniteur d'auto-école intraitable sur le siège passager, le pied prêt à écraser les doubles commandes. C'est la métaphore parfaite. L'IA, c'est l'ado. Elle analyse les caméras, elle propose des actions, mais elle est dans un bac à sable cloisonné. Ses ordres ne vont pas directement au moteur. Il passe par le moniteur. Voilà, il passe par un moniteur de sécurité externe qui, lui, est un vieux logiciel superdéterministe certifié DO178C. Donc si je comprends bien, si l'IA décide d'un coup que faire un tonneau avec un avion cargo est une stratégie optimale, le moniteur déterministe prend le relais. À la milliseconde près, il coupe l'IA et reprend le contrôle direct des gouvernes. Le problème, c'est que faire cohabiter cette IA avec ce moniteur de sécurité, ça demande une puissance de calcul folle. Traiter la vidéo en temps réel, on parle d'un téraopération par seconde. C'est gigantesque. Ouais. Donc, ils utilisent des accélérateurs tensoriels, comme le DTA d'Adhéran, sur des puces Intel, et ils isolent tout ça avec la norme ARNIC 653 pour éviter qu'un plantage de l'IA ne fasse cracher l'ordinateur principal. Bon, tout ça m'amène à une grosse interrogation. Si on doit geler l'apprentissage de l'IA avant de la mettre dans un avion civil, et qu'on peut évidemment pas la tester en crachant des avions de ligne pour voir ce qu'elle fait, comment on lui apprend les situations d'urgence extrême? Eh bien, on se tourne vers l'armée. C'est là que j'ai vu l'implication de la DARPA et de son programme AC. La guerre sert littéralement de bac à sable grandeur nature. C'est le terrain de test ultime. Pour pousser ces IA dans leur retranchement, ils utilisent le X-62A Vista de General Dynamics. C'est un chasseur F-16 hyper modifié. Capable de simuler la physique d'autres avions, c'est bien ça. Ouais, et surtout contrôlé en direct par des IA. En avril 2024, ils ont fait un truc historique. Le premier combat aérien autonome. L'IA du X-62A s'est battue en duel contre un vrai pilote humain dans un autre F-16. Et on parle pas de vol tranquille en ligne droite, là. Les rapports parlent de manœuvres agressives, de combats post-décrochage à des centaines de kilomètres/heure en frôlant la perte de contrôle de l'appareil. C'est extrême. Mais le plus fascinant dans ces tests militaires, c'est pas juste l'aérodynamique, c'est l'étude du pilote de sécurité qui est assis dans le cockpit du F-16 autonome. Ah oui, l'école des pilotes d'essai de l'Air Force. Il barde ce pauvre pilote de capteurs biométriques. Ouais, suivi du rythme cardiaque, dilatation des pupilles, conductivité de la peau. Ils appellent ça la calibration de la confiance. Voir à quel moment précis, sous le stress intense, le cerveau humain abandonne et décide de faire confiance à l'algorithme pour sauver l'avion. Ok, donc si je résume bien cette folie, les algorithmes qui s'affrontent aujourd'hui dans des combats aériens à la Top Gun, ce sont les mêmes fondations mathématiques qui vont piloter nos futurs avions cargo chez Merlin Labs ou X-Wing. C'est exactement la même filiation technologique, oui. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que transformer un avion en un data center volant, ça ouvre la porte à des vulnérabilités qu'on n'a jamais vues dans l'aviation civile. Les menaces cyberphysiques. La cybersécurité de ces trucs, c'est un cauchemar. La plus grosse menace, c'est l'apprentissage automatique antagoniste, ou AML. AML, ouais. C'est pas un piratage classique où on vole un mot de passe. Là, on attaque directement la façon dont l'IA perçoit la réalité. J'ai vu l'exemple dans l'industrie automobile, c'est glaçant. Le laboratoire Kin de Tencent a piraté une Tesla, mais sans toucher une ligne de code. Ils ont juste mis 3 petits autocollants sur la route. Ouais, 3 petits carrés. Pour un humain, c'est juste des taches sur le bitume. Mais pour les poids statistiques de l'IA, ça crée l'illusion d'une ligne continue. La Tesla a fait une embardée à contresens. Imaginez ça sur un aéroport, un laser pointé sur une piste d'atterrissage ou des panneaux de signalisation subtilement modifiés et le système de vision de l'avion dévie sa trajectoire droit dans le décor. C'est un peu comme mettre la serrure biométrique la plus sophistiquée du monde sur une maison dont les murs sont faits en papier de soie. Surtout quand on regarde la plomberie des avions. Le bus de données ARINC 89 par exemple.
Ah, la Ring 89, une relique? C'est un protocole des années 70, 32 bits, et qui n'a aucun cryptage natif. Aucun. Parce qu'à l'époque, l'avion était un circuit fermé. Personne ne pensait qu'on pourrait l'attaquer de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a des outils brevetés, comme Mudbucket, qui permettent de pirater ce bus. Et ça modifie les données en temps réel. Sans aucune latence, oui. On peut changer la vitesse ou l'altitude que reçoit l'IA, et elle va prendre ces fausses données pour argent comptant. Pareil pour le système ATSB qui transmet la position de l'avion, lui non plus n'est pas crypté. Les rapports mentionnent des attaques TNAX-GSM qui génèrent de fausses trajectoires invisibles pour les détecteurs d'anomalies. Et le pire, c'est l'empoisonnement des données, dans la chaîne d'approvisionnement. Le fameux cheval de Troie. On glisse discrètement une donnée corrompue pendant l'entraînement en labo et l'avion vole très bien pendant 1 an, jusqu'au jour où il voit un motif très précis ou reçoit un signal radio et boum, le cheval de Troie s'active. La seule défense pour l'instant, c'est une course aux armements avec des architectures comme le Mamba Miscan Liquid, le MKL. C'est ça, un modèle ultra layé, juste 2,5 millions de paramètres. Ouais, avec une latence de 47 millisecondes. Et il arrive quand même à bloquer près de 90% de ces attaques dites 0D. Bon, alors face à tout ça, les pressions financières, les normes obsolètes, les IA militaires et les failles cyber, je me pose la question fondamentale de la responsabilité. L'évaporation de la responsabilité. S'il n'y a plus de pilote et que l'avion s'écrase sur un quartier résidentiel à cause d'un laser, qui paye la facture? Eh ben, la chaîne légale historique vole en éclats. Avant, l'enquêteur blâmait le pilote, la compagnie ou un défaut d'Airbus ou Boeing. Aujourd'hui, ça va être un ping-pong infini. C'est clair. La compagnie dira « on a acheté un système certifié, on n'y peut rien ». Le développeur de l'IA dira « c'est la faute des données capteurs ». Et le fabricant des capteurs accusera la météo. Et le plus gros souci, c'est qu'on ne pourra rien prouver. Les boîtes noires, les enregistreurs de vol, ils enregistrent la physique, l'angle des ailerons, la poussée. Ils ne peuvent pas enregistrer les activations en haute dimension d'un réseau neuronal. On ne saura jamais pourquoi l'IA a pris cette décision. C'est impossible d'auditer son raisonnement après le crash. Du coup, les lois palliatives commencent à tomber. L'Utah a passé la loi SB 149 et l'Europe déploie son AI Act. C'est fou, ils obligent les développeurs de logiciels à passer des normes de conformité comme s'ils fabriquaient des pompes hydrauliques matérielles avec un marquage CE. C'est une rustine juridique. Mais le calendrier de l'EASA, le RMT.0739, ne ralentit pas. Il prévoit une opinion législative en 2029, des vols à un seul pilote en croisière en 2030 et des avions de fret totalement sans pilote en Europe d'ici 2032. 2032, c'est demain. En Alaska et Vertier Cargo testent déjà ça dans des conditions météo horribles. Mais honnêtement, financièrement parlant, ça tient pas debout. Comment ça? Les opérateurs veulent économiser sur les pilotes. Mais s'ils les enlèvent, ils vont devoir construire des stations au sol blindées, payer des satellites pour la télémétrie, recruter des armées d'experts en cybersécurité et payer des primes d'assurance astronomiques vu que le système est inauditable. Ils anéantissent leur propre profit, non? Ah bah c'est le grand paradoxe. Ils ne font que déplacer les coûts. Ils remplacent le salaire des pilotes par des budgets colossaux en cybersécurité et en gestion de risques juridiques. C'est une restructuration économique complète de l'ingénierie. Ce qui nous ramène au vol de Merlin Labs du début. Derrière ce beau vernis, on ne fait pas disparaître le pilote, on délocalise son boulon vers des algorithmes boîte noire et des bataillons d'avocats. Et ça me laisse avec une pensée finale un peu provocatrice pour clore cette analyse. Je vous écoute. Si l'UE traite juridiquement ces IA comme des entités physiques, mais que leur comportement interne est insondable, on peut se demander si, demain, les enquêteurs sur les crashs ne devront pas devenir leur diplôme d'ingénieur pour devenir des psychologues pour intelligence artificielle. Devoir allonger un algorithme sur un divan virtuel pour comprendre pourquoi il a décidé d'halluciner à 10 000 mètres d'altitude. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est clair. Une belle image pour terminer. Merci d'avoir suivi cette plongée. À très vite.